Personne n'a jamais pris la Terre au sérieux. Ni le Sénat galactique, ni la Confédération commerciale, ni même les factions pirates mineures qui régnaient sur les zones non gouvernées des anneaux extérieurs. La Terre était petite, pauvre, à peine terraformée et peuplée d'une espèce considérée comme plus primitive que dangereuse. L'humanité était tolérée comme un enfant tapant sur des casseroles dans la cuisine, bruyante, désordonnée, mais inoffensive, jusqu'à ce qu'elle découvre Nouvelle-Genève. Nouvelle-Genève était la première véritable colonie terrestre hors du système solaire. C'est là que l'espoir renaissait pour une espèce qui avait passé des décennies à réparer les dégâts causés par le dérèglement climatique, les guerres civiles et les crises économiques. Pour la première fois, les humains avaient réussi quelque chose. Bâtir une colonie paisible et autosuffisante sur un monde habitable, sans aucune aide extérieure. Le Dominion laurique n'en eut cure. À leurs yeux, Nouvelle-Genève était bâtie sur un corridor commercial sacré, une voie qu'ils revendiquaient comme appartenant à leurs ancêtres. Ils n'envoyèrent aucun avertissement, aucune négociation, juste une nuée de vaisseaux de guerre en fer noir qui obscurcirent le ciel et déversèrent un déluge de plasma mortel sur la colonie. 17 millions d'humains périrent dans la première heure. Le Sénat galactique a qualifié l'incident de tragique malentendu. La Confédération du commerce a annoncé l'ouverture d'une enquête. Le Dominion Lorac a justifié cette mesure par la nécessité de l'appliquer. L'humanité au sceau restait silencieuse un temps, non pas par acceptation, mais parce qu'elle était occupée à exhumer une découverte ancestrale, les ruches de l'Arche. Bien avant que la Terre ne sombre dans le chaos, avant que les nations ne s'entredéchirent, des chambres fortes secrètes étaient enfouies sous les montagnes et les océans, dissimulées par des scientifiques dissidents, d'anciens généraux et des alliances oubliées. Elles contenaient des machines et des armes si dangereuses, si interdites, que même les gouvernements de la Terre avaient effacé leur existence de l'histoire. Mais la douleur ravive les souvenirs. Les survivants de Nouvelle-Genève, des avant-postes dispersés, les orphelins, les veuves, se rassemblèrent, reconstruisirent, forgèrent la première force terrienne, unie depuis plus d'un siècle, non pas sous les drapeaux des nations, mais sous un seul nom. Projet Vengeance. Il ne s'agissait plus de paix, il s'agissait de faire en sorte que la galaxie se souvienne que les humains ne se soumettaient pas. Leur première attaque fut une installation minière Lorac en orbite autour de LS9. Personne ne l'avait vu venir, car les humains n'utilisaient ni vaisseaux de guerre rutilants, ni croiseurs diplomatiques flambant neufs. Ils arrivèrent à bord de cargos rouillés, de transporteurs d'astéroïdes, rafistolés et de robots de récupération reprogrammés chargés de noyaux d'antimatière. L'installation fut détruite en moins de 5 minutes. Aucun survivant, aucune trace. Juste un trou béant là où se dressait autrefois une opération valant des milliards de crédits. Un simple cratère brûlé là où se trouvait une opération d'1 milliard de crédits. Le message était clair. La Terre riposte. La galaxie restait incrédule. Le Sénat supposa qu'il s'agissait d'un acte isolé, peut-être des pirates de l'espace se faisant passer pour des humains. Le Dominion s'en moqua. La Confédération renforça la sécurité de ses routes commerciales, par précaution. Mais 2 semaines plus tard, un cuirassé Lorac disparut de l'orbite autour de Kalentrer. Puis une station commerciale s'est éteinte. Puis une autre, et encore une autre. Ce n'était pas un hasard, c'était précis, chirurgical, furieux. Et derrière chaque attaque, une simple carte de visite. Un symbole terrestre rouge sang, griffé, avec ces 3 mots. C'est vous qui avez commencé. Le capitaine Solon Rees, ancien concierge devenu commandant rebelle, suivait les images depuis son croiseur volé, les yeux fatigués. Il n'avait pas dormi depuis des jours. Son équipage tenait grâce aux stimulants et à la haine, mais la flamme qui brûlait en eux était plus intense que n'importe quel carburant. On attaque leur ligne de ravitaillement ensuite, grogna-t-il en se tournant vers son second. Une femme nerveuse nommée Ada, qui avait autrefois institutrice en maternelle avant que ses élèves ne soient vaporisés. Chaque caisse,
Chaque vaisseau, chaque goutte de carburant qu'ils utilisent, on la brûle. Ada acquiesça, la mâchoire serrée. Faisons-leur ressentir la peur que nous avons éprouvée. Solon fixait le hublot fissuré, les étoiles s'étirant comme des témoins lointains. « Ils nous croyaient faibles, murmura-t-il. Apprenons-leur à quoi ressemble vraiment la rage humaine, à quoi elle ressemble vraiment. » Il l'appelait la route des braises, longue de 342 années-lumière. Jadis, un fil conducteur silencieux du commerce d'argent reliant les dépôts de ravitaillement Lorax, les colonies de fabrication d'armes et les centres de distribution du marché noir. La route d'Amber était, depuis des siècles, inviolable. Protégée par des croiseurs d'élite, des portes de distorsion cryptées et patrouillée par des drones dotés d'une intelligence artificielle semi-consciente, capable de réduire un vaisseau en cendres. Avant même qu'un signal de détresse ne soit émis, elle saignait désormais. Chaque segment de la route d'Amber avait subi des dommages ces 2 derniers mois. Chaque convoi transportant des ressources vers le Dominion était soit pris en embuscade, soit retardé, soit tout simplement injoignable. Des dépôts de ravitaillement entiers étaient réduits en cendres, des corps gelés dérivant dans le néant. Et le plus humiliant, les assaillants étaient des humains, sous-équipés, inconnus, indésirables, mais d'une efficacité terrifiante. Sur la passerelle du TNS Wraith, le capitaine Solon Rees observait une carte de la flotte projetée en hologramme rouge. Il paraissait plus âgé qu'il n'y paraissait. Des mèches grises se dissimulaient dans une tignasse noire coupée court, ses yeux sombres, enfoncés, mais toujours aussi ardents que du charbon. La carte clignotait, des dizaines de points rouges scintillants indiquant des cibles à détruire, à surveiller ou à infiltrer. « Combien de stations de ravitaillement reste-t-il sur Amber ?» demanda-t-il sans se retourner. Ada, son second, tapota sa tablette fissurée. 3, peut-être 4. Après ce soir, peut-être 2. Rees se serra les dents. Bien, faisons en sorte que la prochaine soit immangeable. Autour d'eux, le pont du Wraith était loin d'être impeccable. Des câbles apparents pendaient du plafond comme des lianes métalliques. Les parois étaient un assemblage de panneaux de récupération volés sur des épaves de l'Orac. L'équipage ne portait pas d'uniforme. Il portait des cicatrices, de la haine et des fragments d'armure arrachés aux ennemis abattus. Mais ce qui leur manquait en élégance, ils le compensaient par une puissance de feu considérable. Sous la coque du Wraith se trouvaient des lance-torpilles modifiées, des foreuses à plasma, initialement destinées à l'extraction minière, avaient été transformées en armes, et ils avaient un assistant IA lorique piraté qu'ils appelaient Cricket, une voix sarcastique aux yeux exorbités qui prodiguait parfois des conseils tactiques entre 2 insultes. « Capitaine » intervint Cricket d'un bourdonnement. « J'estime à 78% la probabilité que le dépôt cible sur Amber 22 appelle des renforts dans les 2 premières minutes de l'engagement. » Rees eut un sourire narquois. « Alors, on frappe fort avant qu'il n'ait le temps. » Cricket laissa échapper un soupir bourdonnant. Bien sûr, les humains et leur obsession pour l'agression prématurée. Ada leva les yeux au ciel. « On t'a programmé pour être serviable, pas pour juger. » Cricket répliqua. « Vous m'avez construit avec du matériel lorique. Le jugement est inné. » Ils l'ignorèrent tous. 35 minutes plus tard, le Wraith sortit du mode furtif derrière Amber 22, un immense dépôt à l'allure squelettique, flottant au-dessus d'une lune morte. Le dépôt abritait des réservoirs de carburant de la taille de gratte-ciel, des droïdes de sécurité patrouillant comme des fourmis dans une ruche, et 6 petits destroyers orbitant nonchalamment à proximité. « Visuel ?» demanda Rees. L'écran s'anima. Lumière clignotante, aucune sirène d'alerte, aucun bouclier déployé. Une journée comme les autres dans l'immense machine de guerre du Dominion. Parfait. Lancez les escouades alpha et bêta, commencez l'extraction par dérive, ordonna-t-il. 2 capsules jaillirent du ventre du Wraith, transportant des soldats en exosquelette d'un noir absolu. Elles n'utilisaient aucun moteur. Seulement la dérive gravitationnelle et des crochets magnétiques
pour se hisser vers le dessous de la station, silencieuse et indétectable. Dans l'une des capsules se trouvait Hassan Biro, expert en démolition et ancien ouvrier de plateforme pétrolière au Nigeria, après les inondations. Dans l'autre capsule se trouvait Aileen Marrow, ancienne étudiante, technicien de laboratoire du Vermont, devenu saboteur, rongé par la rancune et armé d'un lance-flamme. La voix d'Hassan parvint doucement dans les communications. Ça s'en approche, aucune détection. Début de l'opération dans 30 secondes. Rhys acquiesça silencieusement. Le plan était simple, s'infiltrer, poser des déstabilisateurs de carburant, puis s'échapper. Faire sauter le dépôt au moment précis du changement d'équipe de nuit pour semer la confusion. Mais la guerre n'aime pas les plans. « Capitaine » bourdonna Cricket, « on détecte du mouvement. Un des destroyers fait chauffer ses moteurs, sans programme. » Rhys plissa les yeux. Des détails. On dirait qu'un balayage radar est en préparation, aléatoire, mais il détectera les capsules. Ada jura entre ses dents. Ils s'adaptent. Trop tard pour rappeler les équipes, murmura Rhys. Hassan, Aileen, vous allez être repérés. Ouais, répondit Hassan calmement. On s'en doutait. Le calme dans sa voix était quelque chose que Rhys admirait et détestait à la fois. Ce calme glacial que les humains acquièrent après avoir vu trop d'amis disparaître sous leurs yeux. Aileen était moins calme. « Plan B » demanda-t-elle, connaissant déjà la réponse. « Fais du bruit », dit Rhys d'un ton sombre. « Cricket brouille leur communication. Fais-les exploser. » En quelques secondes, les étoiles s'embrasèrent. Le Wraith fonça en avant, lançant des bombes IEM sur les destroyers. L'un d'eux fut touché en plein moteur et partit en vrille, s'écrasant sur le pont inférieur du dépôt. Des explosions se propagèrent le long de sa coque. À l'intérieur, Hassan ouvrit le sas et commença à y placer des charges, tandis qu'Aileen déchirait les murs, dispersant les robots de maintenance qui hurlaient de panique synthétique. Les forces de sécurité du Lorax tardèrent à réagir, désorientées par le déluge de feu soudain et le sabotage interne. Mais une fois en action, elles se déchaînèrent comme une nuée de frelons. En Maenissam-Bakia et nos 6 ennemis se dirigent vers Aileen, prévint Cricket. Armés de fusils à impulsion rapide et de boucliers. Aileen sourit sous son casque. « Qu'ils viennent !» dit-elle en s'agenouillant derrière une console détruite. Alors que les gardes tournaient au coin du couloir, elle lança 2 grenades thermiques dans le couloir et roula de l'autre côté. Le couloir trembla, des cris retentirent. Elle n'attendit pas de confirmation. Elle avait 10 secondes pour en finir. Sur la passerelle, Rhys vit le dépôt penché dangereusement sous l'effet des explosions qui secouaient à sa partie centrale. Des incendies se propageaient à 2 réservoirs de carburant. Le Wraith était désormais engagé dans un combat intense avec les destroyers, ses canons à plasma piratés, luisant de technologies volées. « Des nouvelles de nos hommes » aboya Rhys. « Hassan est sorti » répondit rapidement Ada. « Aileen est toujours à l'intérieur, coincée. » Rhys frappa du poing sur la console. « On ne peut pas la perdre » dit Aileen d'une voix tremblante, entre 2 quintes de tout. « Je n'arrive pas à atteindre le sas. Les flammes m'ont encerclé et j'ai des ennemis. 6 heures, blindage complet. »« On arrive » lança Rhys. « Non » répondit-elle fermement. « Je connaissais le risque. Assure-toi juste qu'ils payent. » La communication fut coupée. Quelques instants plus tard, la structure du dépôt explosa dans une déflagration aveuglante. Amber 22 s'ouvrit comme un fruit en feu, projetant des débris en fusion et des flammes liquides en orbite. Un silence pesant régnait sur le pont du spectre. Hassan, assise, le bras bandé, leva les yeux. Elle ne cria pas. « Non » murmura Rhys. « Elle n'a pas crié. » Un autre nom gravé sur le mur de la mémoire. Une autre âme sacrifiée pour la vengeance. Ils ne s'arrêtèrent pas après Amber 22. En quelques semaines, le projet Vengeance frappa 5 autres structures du Dominion.
des barges de ravitaillement, des centres de transformation alimentaire et même une station de contrôle de drones planétaires. La galaxie commençait enfin à s'inquiéter. L'humanité ne se contentait pas de riposter, elle démantelait tout. Des rapports ont fuité au Sénat galactique. Les flottes du Dominion ont été déroutées suite à des actes de sabotage. Les réseaux commerciaux se sont effondrés dans les secteurs extérieurs. Les tactiques rebelles humaines se sont propagées parmi les autres espèces. Oui, d'autres espèces observaient et certaines commençaient à se joindre au mouvement. Sur la lune de Varnas, un mécanicien cyborg de l'espèce Terex proposa aux rebelles humains l'accès à un vieux croiseur furtif en échange de leur protection. Sur la colonie de la géante gazeuse Rel Tarn, des contrebandiers insectoïdes commencèrent à livrer de la nourriture et des médicaments aux unités alliées à la Terre. La galaxie avait réveillé un chien endormi, et maintenant d'autres animaux se réveillaient eux aussi. Une nuit, dans la soute sombre et humide du Wraith, Ada était assise seule, une vieille photo entre les mains. Ses élèves, tous souriants, tous morts. Elle ne pleurait plus. Elle ne pleurait plus. Elle restait là, murmurant chacun de leurs noms, un à un. Reese la rejoignit, appuyée contre une caisse. « Tu sais, elle n'a jamais hésité. »« Aileen » demanda Ada. Il acquiesça. Elle y est allée en connaissant le risque. Ils le font tous. On leur demande sans cesse l'impossible, et ils y arrivent toujours. Ada retourna la photo. Au dos, des gribouillis enfantins et ces mots. « Mademoiselle Ada est la meilleure. » Elle serait fière, dit Reese. Elle aurait le cœur brisé, répondit Ada. Le silence retomba. Seul le bourdonnement lointain du réacteur défaillant du vaisseau emplissait l'espace. « On ne peut pas s'arrêter maintenant, » finit par dire Reese. « Pas avant qu'ils ne nous implorent la pitié qu'ils nous ont refusée. » Ada acquiesça, la photo serrée dans sa main. « Alors ouvrons une autre voie. » La galaxie ne s'attendait pas à ce que l'humanité survive. Elle ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle riposte. Mais à présent, ils apprenaient. Vite. Le Dominion tenta d'abord de mentir. Les diffusions officielles affirmaient qu'Ember 22 avait été perdu suite à une panne de carburant, qu'aucune attaque humaine n'avait eu lieu, que les rumeurs de sabotage et de failles chez la scène de sécurité interne étaient de la désinformation propagée par des agitateurs radicaux extraterrestres. Mais les mensonges ne durent pas longtemps dans l'espace. Trop de transporteurs de marchandises ont vu la boule de feu. Trop de drones de surveillance automatisés ont enregistré l'explosion. Trop de familles avaient des fils et des filles travaillant sur Ember 22. Et lorsque le Dominion a envoyé une équipe de nettoyage pour examiner les ruines, elle a découvert une inscription peinte à la bombe, en écriture humaine, sur la coque intérieure, réalisée avec de la peinture plasma carbonisée. Souvenez-vous de Nouvelle-Genève. Après cela, plus personne ne crut à la version officielle. Sur la planète Orithphas, une colonie luxuriante nichée dans la jungle, et construite par les Lorax il y a près d'un siècle, la paranoïa s'était emparée du haut commandement. Le général Krav Malzek, jadis si fier, connu pour transformer des champs d'astéroïdes en plateformes d'armement, aboyait désormais des ordres derrière un écran de drone de sécurité et une escouade de gardes du corps. Ses yeux étaient rouges de fatigue lorsqu'il frappa du poing la table holographique devant lui. « Comment est-il possible, rugit-il, qu'une bande de sauvages rabougris, armés de ferraille, soit en train de démanteler l'empire le plus avancé du cadran ?» Personne ne répondit. Ses officiers restèrent en silencieux, beaucoup trop effrayés pour parler, certains se posant secrètement la même question. « 3 dépôts de plus, » siffla Malzak. Disparu. Encore une barge à fusion détournée. Et maintenant, nos propres flottes de patrouille sont prises en embuscade, en espace sécurisé. Il pointa un doigt griffu vers son officier de renseignement, une petite Lorax pâle, nommée Jaska. « Trouvez-moi leur chef, trouvez-moi ce Reese. » Jaska déglutit. « C'est un fantôme, monsieur. Aucune trace dans les archives, aucune image vérifiée. Même leurs communications sont brouillées avec des langues terrestres obsolètes.
datant d'avant leur effondrement informationnel. Il faut les décoder. Nous essayons, monsieur, mais leur cryptage est émotionnel, symbolique, pas logique, contrairement au nôtre. Bien sûr qu'il n'est pas logique, s'écria Malzac. Ce sont des humains. Ils ne se battent ni pour un territoire ni pour le profit. Ils se battent parce que nous avons blessé leur orgueil. Nous les avons rabaissés. À présent, ils veulent tout détruire pour faire disparaître ce sentiment, ce silence, à nouveau, lourd, inquiétant. Car il avait raison. Le problème n'était pas les armes, c'était la volonté. Les humains avaient tout perdu, et c'est ce qui les rendait terrifiants. De retour à bord du Wraith, la rébellion se préparait déjà pour la prochaine frappe. Celle-ci ne serait pas une mince affaire. Cible, l'abri Mektir 7, un centre de renseignement souterrain du Dominion, construit dans la croûte d'une lune glacée, réputé impénétrable, protégé des scans orbitaux et gardé par les redoutables silencieux, des unités d'élite Lorac, entraînées au combat sans émotion. Reese se tenait devant une projection du coffre-fort, les mains jointes dans le dos. La pièce était sombre, tapissée de métal grinçant, et l'odeur d'air recyclé lui emplissait les narines. Le coffre-fort contient des noyaux de données du Dominion, dit-il. Les journaux de communication, les manifestes de ravitaillement, les routines d'IA tactique, tout ce qu'il nous faut pour paralyser leur coordination. Ada croisa les bras. C'est une forteresse. Plus de ports ouverts, plus d'atmosphère, plus de liaisons satellites, et ils vont nous attendre. Reese balaya du regard le cercle de visages marqués, les yeux cernés, mais toujours brûlants de rage. Alors on leur donnera quelque chose d'inattendu, dit-il. 3 jours plus tard, à la surface de Mektir, un cargo immatriculé au nom d'une guilde minière lorique s'approcha des portes extérieures de l'abri. Ses codes de signalisation étaient authentiques. Les marquages de sa coque correspondaient aux normes du Dominion. Son identifiant de transpondeur était vierge. Les gardes l'ont scanné 1 fois, 2 fois, puis ont émis un signal sonore. Ce qu'ils ignoraient, c'est que les codes avaient été arrachés d'un transporteur de ravitaillement détruit des semaines auparavant. L'identifiant appartenait à un vaisseau qui n'existait plus, et l'équipage à bord n'était pas composé de mineurs. C'étaient des humains déguisés. Hassan était de retour, vêtu cette fois d'une armure pressurisée sur mesure capable de résister au vent glacé et de dissimuler sa signature thermique. À ses côtés se trouvait Vera Lynn, une ancienne technicienne de drone de l'ONU, devenue insurgée, et Tariq Bowen, un ancien évadé de prison, dont la rage n'avait plus que le sang qui coulait dans ses veines. Il se faisait appeler l'équipe Echo. Alors, que la porte extérieure s'ouvrait et que le cargo pénétrait dans le hangar gelé, l'équipe se mit en mouvement. Silencieuse, synchronisée, mortelle. Ils libérèrent un verre informatique viral par un port caché au cœur du vaisseau. Un verre qui désactiva le système de sécurité interne pendant exactement 48 secondes. Pendant ce temps, ils ont forcé les commandes du hangar, désactivé la régulation d'oxygène et ouvert 2 portes blindées menant aux salles des serveurs principaux. À l'intérieur, les silencieux ont réagi instantanément, mais l'équipe Echo n'a pas fui. Ils ont chargé. La voix de Tariq a grondé dans le communicateur. 2 éliminés, couloir de gauche dégagé. Hassan, on détecte du mouvement à droite. Préparez-vous. Hassan a grogné. Compris. Le couloir s'illumina de gerbes de plasma bleu, tandis que les silencieux avançaient en formation rigide. L'équipe Echo riposta avec des fusils et à dispersion, modifiés à partir de ferraille, et des bombes d'épaule fabriquées à partir de bobines de fusion recyclées. Du sang, noir et rouge, recouvrait les murs glacés. Vera atteignit la première le noyau de données. Elle enfonça un disque de liaison dans le port principal et commença à siphonner les fichiers plus vite que les systèmes internes ne pouvaient le détecter. Le bunker tout entier trembla. Les sirènes hurlèrent. « On a ce qu'on voulait !» cria-t-elle. Mais Tariq ne bougea pas. Agenouillé près d'un silencieux à terre, il affichait une mine déconfite. « Ce n'est pas Loric, dit-il. Quoi ? Il retourna le corps. Sous l'armure se trouvait un humain, pâle, augmenté, balafré,
mais indéniablement humain. « Il nous recrutait », murmura Tariq. « Reprogrammation pour nous faire combattre les nôtres. » Vera fixa le vide. « Non, non, il ne ferait pas ça. Allez-y » rugit Hassan. « Prenez le noyau et agissez. » Ils s'échappèrent juste avant que le bunker ne se verrouille automatiquement. Les données leur appartenaient. La perte du module de neutralisation fut un coup dur pour le Dominion. Mais la vérité fut encore plus douloureuse. Ils utilisaient des esprits humains pour créer leurs tueurs d'élite, prisonniers, orphelins, survivants capturés après New Geneva. Ce n'était plus seulement la guerre, c'était une violation. À bord du Wraith, la vérité provoqua une vague d'horreur. Ada lut à haute voix les données décryptées dans la salle de commandement. Ils appellent ça le projet Silence. Les humains capturés sont dépouillés de leur identité, reprogrammés avec des codes d'obéissance synthétiques et greffés de cortex de combat lorique. Ce ne sont pas de simples soldats, ce sont des cobayes. Rhys ne dit rien. Il fixa l'image vacillante d'un casque silencieux, sachant désormais qu'un visage humain pouvait s'y cacher. « Ils ont transformé notre peuple en armes », murmura Ada. « Non », répondit froidement Rhys. « Ils en ont fait des preuves. » Ada cligna des bas des yeux. « Preuve de quoi ?»« Qu'ils ont peur de nous. » La fuite se propagea à travers la galaxie en quelques heures. Les fichiers furent diffusés sur les réseaux du marché noir, les flux pirates, les chaînes sympathisantes de la rébellion, et même dans les flux d'informations civiles du Dominion. La réaction fut explosive. D'autres espèces commencèrent à se soulever, non pas en armée, mais par des murmures, des escarmouches, des actes de sabotage. Même les systèmes loyaux du Dominion commencèrent à poser des questions. Si les humains sont si dangereux, pourquoi les utiliser? Pourquoi mentir sur leur identité? Et si c'était notre tour? Le Dominion de l'Oraque, jadis symbole d'un ordre inébranlable, commença à se fissurer. Non pas sous les bombes, mais sous le poids du doute. Et le doute est contagieux. À bord du Wraith, Rhys se tenait une fois de plus devant le hublot du pont, le regard perdu dans l'immensité des étoiles. Le silence entre les batailles était toujours le plus difficile. La culpabilité revint. Le poids des fantômes s'intensifiait. Ada le rejoignit, resta silencieuse un instant, puis demanda « Tu crois que ça change quelque chose ?»« Pas encore, » répondit Rhys, « mais ça marque le début de quelque chose. »« Ça change quelque chose ?»« Pas encore, » répéta Rhys, « mais ça marque le début de quelque chose. » Elle acquiesça. Ils riposteront avec plus de force maintenant. « Qu'ils le fassent, » dit Rhys. « À chaque fois, ils révèlent leur véritable nature, et à chaque fois que nous survivons, nous rappelons à la galaxie qui nous sommes. » Ada le regarda. « Et qui est-ce, Solon ?» Il se tourna vers elle, les yeux encore brûlants de fatigue. L'erreur qu'ils regretteront toute leur vie. Pour la première fois en 1000 ans, le Sénat galactique garda le silence. Pas un murmure, pas une hésitation. Un silence absolu. Chaque délégué, des diplomates de Glaviar, vêtus d'écorce d'arbre, aux technocrates d'Atranul en combinaison moulante, restait figé tandis que les images défilaient sur le dôme central. Un enregistrement granuleux et tremblant, diffusé dans toute la galaxie quelques jours auparavant. Un enfant humain, pas plus de 10 ans, errait dans une installation Lorac, le regard vide, les mouvements anormaux. Derrière lui, un soldat du Dominion donnait des ordres. À côté de lui, un homme armé d'un silencieux est agenouillé. L'enfant désigne une porte. L'homme l'ouvre. 3 prisonniers à l'intérieur, un cri, un coup de feu, puis un brouhaha. Personne ne dit un mot pendant une minute entière. Pas même l'ambassadeur de l'Auric, dont la mâchoire écailleuse était si serrée qu'elle semblait craquer. Alors, le représentant Valari, dont le peuple ne s'était jamais immiscé dans la politique extraterrestre, dit enfin tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. « Vous avez fait des monstres d'enfants. » La salle sombrait dans le chaos. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, plus vite que le Sénat ne pouvait la contrôler, plus vite que le Dominion ne pouvait la faire taire.
La résistance, autrefois considérée à voix basse comme un mouvement marginal terrien, était désormais connue dans tous les systèmes. Chaque marché, chaque route commerciale reculée, chaque navire négrier dissimulé derrière de fausses identités. C'était le projet Vengeance. Ils avaient porté le combat jusqu'au géant, et ils étaient en train de gagner. Mais les victoires laissaient des cicatrices. À bord du Wraith, l'équipage changeait. Pas seulement les visages, dont beaucoup étaient nouveaux, fraîchement recrutés dans les colonies libérées ou évadés des prisons du Dominion, mais aussi l'atmosphère. Avant, ils riaient davantage, se racontaient des histoires entre les missions, parlaient de la fin avec un espoir fragile. Maintenant, ils restaient assis en silence la plupart du temps, à astiquer leur équipement, à préparer l'assaut. Les plans s'allongeaient, les tableaux des victimes s'allongeaient. Hassan avait cessé de faire des blagues. Vera ne quittait presque plus la salle des machines. Tariq dormait désormais en armure complète. Même Cricket, l'assistant IA sarcastique du vaisseau, parlait moins. Ses blagues semblaient forcées, ses simulations plus sombres. Quant à Rhys, il ne disait presque plus un mot. Il se trouvait au cœur d'un couloir de poussière près de l'étoile morte Hera 6, amarré derrière un champ de débris d'astéroïdes flottant pour échapper au scanner du Dominion, lorsqu'ils reçurent le signal. Un message crypté, un ancien code terrien, rebondissant à travers 9 stations relais différentes avant de les atteindre. « Nous avons quelque chose, mais ce n'est pas bon. Envoie des coordonnées, préparez-vous à être armés. » L'expéditeur, un nom que Rhys n'avait pas entendu depuis des années, Dario Clemens, ancien agent des services de renseignement terriens, longtemps considéré comme mort, était apparemment vivant et nerveux. Les coordonnées les menèrent à une installation secrète sous la surface de Drelth, une lune brisée autrefois exploitée pour ses ressources minières. Là, dissimulé dans une caverne creusée dans le sol et protégé par des filets de camouflage et des brouilleurs de signaux, ils le trouvèrent. Dario avait l'air d'un fantôme, émacié, pâle, un bras mécanique, un œil synthétique, la voix rauque à cause de brûlures chimiques, mais l'esprit toujours vif, toujours dangereux. « Tu es venu, » dit-il tandis que Rhys s'approchait. Je ne pensais pas. « Tu as dit que tu avais quelque chose, » répondit froidement Rhys. « Montre-nous ça. » Dario ne sourit pas, se contenta de se tourner et de désigner une table holographique de fortune. Le Dominion construit quelque chose de pire que le projet Silence. Ada s'avança. Pire que de réduire des enfants en esclavage? Dario hocha la tête d'un air sombre. Ils ont cessé de reprogrammer les humains. Maintenant, ils se contentent de les faire grandir. Il appuya sur un bouton. L'image changea. D'immenses cuves, des rangées entières. À l'intérieur de chacune, des humains en suspension, des tubes dans la tête. Ils respirent. Ils grandissent. Des clones, murmura Dario. Pas nés, créés artificiellement, programmés pour l'obéissance. Une loyauté absolue, aucun souvenir, aucun passé, seulement des ordres. Rhys les fixa, interloqué. Combien? Au moins 3 installations, confirmées, peut-être plus. Ils appellent ça le projet Emberborn. Les yeux d'Ada s'écarquillèrent. Ah, et ils utilisent que notre ADN. Dario acquiesça. Les victimes de New Geneva, les prisonniers, les soldats tombés au combat. Ils transforment nos morts en armes vivantes. Rhys se détourna, la mâchoire serrée, les poings crispés. « Où en êtes-vous? » « Ils ont déjà commencé les essais sur le terrain, » répondit Dario, et l'un d'eux s'est échappé. Rhys se retourna brusquement. « Échappé ?» Dario se dirigea vers une porte scellée. « Il fallait que vous la rencontriez. » La jeune fille avait peut-être 17 ans, humaine sans aucun doute, peau pâle, crâne rasé, des yeux qui clignaient rarement. Assise tranquillement sur un lit de camp, elle fixait le mur comme s'il lui devait une réponse. Son nom, à leur connaissance, était Kara. Mais elle n'était pas qu'humaine, elle avait été fabriquée. Son sang portait des marqueurs artificiels. Ses muscles étaient 30% plus denses que la normale. Ses examens cérébraux ont révélé une suppression de la mémoire. Et autre chose, la peur. Une peur réelle, brute, humaine. « Elle a enfreint le protocole, » dit Dario.
Elle a refusé d'exécuter des civils lors de son premier test sur le terrain. Elle s'est retournée contre son escouade. Elle a tué 3 silencieux. Elle s'est échappée à bord d'une capsule de largage volée. Reese s'agenouilla près d'elle. « Tu te souviens de quelque chose? Avant le laboratoire ?» Elle hocha lentement la tête. « La douleur, les câbles, des voix qui me disaient qui j'étais censé être et qui tu es, demanda-t-il. Elle cligna des yeux. « Je ne sais pas. » Reese se leva. Sa voix était rauque. Alors, on lui donne une nouvelle réponse. Kara rejoignit lentement l'équipe. Elle parlait peu, discrètement, mais quand elle prenait la parole, on l'écoutait. Elle s'entraînait plus dur que quiconque, mémorisait des tactiques en quelques heures, désarmait 3 partenaires d'entraînement sans ciller. Pourtant, elle sursautait au moindre contact, paniquait au moindre bruit, hurlait en dormant. Vera commença à s'asseoir près d'elle la nuit, simplement présente, sans poser de questions. « Ce n'est pas une arme », murmura Vera un soir à Reese. « Elle est la preuve de leur échec. » « Comment ça ?» ?»« Elle s'est échappée. Ça veut dire qu'elle a choisi. » Vera le regarda. Elle a choisi d'être humaine. Ces mots marquèrent Reese, car cela signifiait que la guerre ne se résumait pas à des planètes, des flottes ou à la survie. Il s'agissait d'une question d'âme, et ils étaient en train de la gagner. Un survivant marqué par les cicatrices à la fois. Puis la nouvelle tomba. Une flotte du Dominion, l'une des plus importantes, avait disparu près de la faille de Dornite. Aucune épave, aucun signe de détresse, simplement disparu. Normalement, ce serait un motif de réjouissance. Un ennemi de plus vaincu. Mais là, quelque chose clochait. Puis vint la transmission. Pas de voix, juste une image. Un destroyer du Dominion en flammes. Puis, un message en langage humain. L'humanité n'a pas besoin de se battre. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes la conséquence. Une liste des atrocités du Dominion était jointe, avec date, image et coordonnées. Mais ça ne venait pas du projet Vengeance. Ça venait d'un groupe se faisant appeler la Bannière Brisée. Inconnu, sans affiliation, peut-être même pas humain. Et soudain, une autre flamme s'alluma dans l'obscurité. « Tu crois que c'est réel ?» demanda Ada en arpentant le pont du Wraith. « Ou un piège du Dominion ?» Reese fixa le message. « Peu importe, la galaxie l'a vu, et le Dominion va se démener pour l'expliquer. » Cricket intervint. « Les simulations suggèrent 67% de chances que la bannière brisée soit une IA rebelle, issue des réseaux terrestres post-effondrement. » Reese plissa les yeux. « Une IA ? Ou une espèce dérivée élevée dans des laboratoires secrets? Ou des extraterrestres défection? Ou un mythe transformé en arme ?» Cricket bourdonna. « Franchement, je suis jaloux. » Ada secoua la tête. « Ça ne change rien à notre mission. »« Non, » acquiesça Reese. « Mais cela nous donne quelque chose d'inédit. » Elle leva les yeux. « Quoi ?» ?»« L'élan. » Cette nuit-là, ils mirent le feu à un centre de recherche du Dominion sur Nascra 2. Le lendemain, des rebelles de 5 secteurs attaquèrent simultanément des routes de patrouille. En moins d'une semaine, les systèmes de la bordure extérieure commencèrent à déclarer leur neutralité. Partout, des rumeurs circulaient sur le projet Vengeance, Kara l'enfant de braise et la bannière brisée, telles des étincelles dans une forêt aride. La galaxie n'avait jamais imaginé que les humains puissent ne se soulever. À présent, elle réalisait une chose pire encore. Elle ne pouvait pas les arrêter. Car on peut combattre une nation. On peut vaincre une armée par la puissance de feu. Mais comment tuer une espèce qui a déjà enterré ses morts, en mitraillant une armée? Comment tuer une espèce qui a déjà enterré ses morts, enterré sa peur et enterré sa compassion? On ne le fait pas. On fuit. La première véritable erreur du Dominion n'a pas été New Geneva. Ce n'était pas le silence qui a suivi le massacre. Ce n'était pas le projet Silence. Ce n'était même pas le clonage des morts. Leur première véritable erreur
fut de croire que l'humanité ne s'adapterait pas. Mais à présent, la galaxie observait avec stupéfaction des rebelles terriens détourner des flottes entières, décrypter des codes séculaires et recruter des ennemis du Dominion à une vitesse fulgurante. Des lunes glacées de Teroskel aux jungles acidés de Yotul Prime, les avant-postes du Dominion tombaient, non pas sous le coup d'invasions planétaires ou de grandes campagnes militaires, mais sous celui de groupes de 10 individus, parfois 3, parfois 1. On l'appelait la guerre fantôme, et le projet Vengeance s'écrivait chaque chapitre dans le sang. À bord du TNS Wraith, l'équipage visionnait des images muettes de leur dernière opération. Une forge orbitale du Dominion, située dans la ceinture de Rotar et qui produisait autrefois la moitié du blindage utilisé pour les vaisseaux de guerre Lorak, dérivait désormais en morceaux, déchiquetés par un ver informatique viral nommé Phantom, conçu par Cricket lui-même. Aucun coup de feu, aucun soldat déployé, juste une lente asphyxie jusqu'à ce que l'ensemble du complexe se vide de ses entrailles, dans le vide. Ils ne l'ont même pas vu venir, murmura Ada. Jamais, répondit Rhys, les bras croisés. Son visage, comme toujours désormais, était impénétrable. L'absence de carnage lui paraissait étrange. Ils étaient habitués aux cris, aux flammes, à une vengeance hurlante et sanglante. Mais à présent, le silence était une victoire en soi. Kara se tenait près de l'arrière du pont, observant, en silence. Toujours attentive. Elle parlait peu, mais apprenait tout. Ses muscles clonés ne tremblaient plus de peur. Et son regard était devenu plus perçant, humain, en colère, vivant. Tariq se pencha sur le terminal. Cricket est maintenant. Cricket s'anima d'un bourdonnement. J'ai intercepté des communications du canal Theta Black du Dominion Prior. Cryptage poussé, mais je l'ai déchiffré plus vite que ta dernière bouteille de whisky, Tariq. Eh, murmura Tariq. Cricket l'ignora. Le Dominion se prépare à lancer une contre-attaque. Opération Renaissance de la Terre brûlée. Un assaut direct contre les colonies fondatrices de la Terre. Rhys se retourna. Lesquelles? Pas la Terre, répondit Cricket. Les oubliés, les anciennes villes orbitales, les stations de ressources abandonnées, les endroits que nous avons laissés derrière nous lors de l'effondrement. Pourquoi les frapper? Demanda Ada. Parce qu'ils pensent que nous tenons à nos origines, dit Rhys froidement. Ils essaient de briser notre esprit en effaçant nos fantômes. Ada fixait l'écran. Ils veulent effacer notre passé pour nous empêcher de lutter pour un avenir. Rhys s'avança. Alors on les arrête, tous. Mais ce ne serait pas chose facile. Le Dominion n'était pas stupide. Ils avaient changé de tactique. Ils avaient cessé d'envoyer des cuirassés lents et avaient commencé à déployer des vaisseaux rapides et agiles, véritables lances de destruction. Des vaisseaux noirs sans marquage, sans armement apparent, juste le silence et la vitesse. Le premier frappa Calypso 3, une lune minière que l'on croyait déserte, et largua une bombe virale qui réduisit toute forme de vie en bouillie. Le second frappa Orbit Hollow, tuant tous ses habitants en moins de 90 secondes, non pas avec des armes, mais avec une impulsion de peur synthétique, provoquant un suicide collectif. Le troisième, il n'est jamais revenu, car Kara attendait. Ils avaient suivi la trajectoire de la lance mortelle. Cricket avait calculé son chemin grâce au schéma de dérive subspatiale intercepté et aux anomalies gravitationnelles. Tout n'était que conjecture jusqu'à ce que Kara le sente. « Il se dirige vers la station Laia », dit-elle. Ada cligna des yeux. « Nous n'y avons vu personne depuis 20 ans. » Kara acquiesça. « Mais ils l'ignorent. Ils pensent que nous y conservons encore des reliques. » Tariq plissa les yeux. « Comment le sais-tu » Kara ne répondit pas. « Pas vraiment, juste, je me souviens de l'odeur, du code qu'ils ont utilisé, de la forme de la pensée. » C'est alors que Rhys comprit. Elle changeait, évoluait, devenait non seulement meilleure, mais différente. Alors ils l'ont laissée partir. Seule, une seule navette, sans renfort, juste elle. Et Kara a détruit la lance mortelle de l'intérieur. Elle s'est glissée par ses conduits de refroidissement, a escaladé des couloirs brûlants, a trouvé le noyau, un cerveau vivant prélevé sur un enfant réduit au silence,
et lui a murmuré quelques mots avant de l'écraser à main nue. Quand le spectre la souleva, elle était couverte d'un liquide noir et de cendres, tenant un éclat de la coque intérieure du Killspear. Rhys le lui prit et vit ce qui était gravé dans le métal. Un symbole du Dominion, mais déformé. Une fusion de l'emblème Lorac et d'un crâne humain. C'était clair maintenant. Le Dominion était allé trop loin. Il n'utilisait pas seulement de la technologie humaine. Il nous ressemblait. Désespéré, adaptable, furieux. Rhys réunit l'équipage pour ce qu'il appelait le briefing qui change tout. Cricket projeta une carte complète de la galaxie, désormais illuminée de points rouges, feux marquant chaque rébellion, émeute, escarmouche et soulèvement connus. Des colonies insectoïdes aux anciens mondes esclavagistes, le signal était clair. La galaxie se fissurait. Le Dominion perd le contrôle, commença-t-il, non seulement à cause de nous, mais aussi parce que nous avons permis à d'autres de se dresser. Il balaya la pièce du regard, des visages fatigués, injectés de sang, marqués par le temps, mais illuminés par une lueur rare, la conviction. Mais à présent, ils se sont assombris. Umberborn n'était que le début. Le projet Silence, le prototype. Les lances, mortelles. La transition. Il afficha l'écran final. Un point noir au centre, un mot en dessous. Abyssum. Ada fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Cricket bourdonna nerveusement. Ce n'est ni un lieu, ni un vaisseau, ni même une arme au sens traditionnel du terme. C'est une dimension de confinement. Quoi? Demanda Vera en se penchant vers lui. Ils ont créé un univers parallèle, expliqua Cricket, avec une seule porte d'entrée et de sortie. Le temps s'écoule différemment à l'intérieur, et ils y jettent leurs ratés depuis plus de 10 ans. Des clones ratés, des officiers renégats, des expériences cauchemardesques, tout ce qu'ils voulaient effacer sans tuer directement. Tariq jura. C'est leur poubelle. Non, dit Rhys. C'est leur assurance. S'ils... répéta Rhys. C'est leur assurance. S'ils perdent tout, ils l'ouvriront. Et libéreront quoi? Demanda Ada. Rhys fixa l'écran. Tout ce qu'ils avaient trop peur de garder de ce côté-ci. Ils avaient donc un nouvel objectif. Plus seulement la rébellion, plus seulement la vengeance, mais la prévention. Les Wraiths se rendraient à Abyssum. Non pas pour l'ouvrir, mais pour le détruire, avant que le Dominion ne puisse le faire. Le voyage durerait 12 jours à travers un espace instable et fragmenté. Pas de portail de distorsion, pas de ravitaillement, pas de renfort. On l'appelait « Opération Écho Noir ». Tous savaient que c'était peut-être la fin. Rhys enregistra un message la veille du départ. Pas pour le commandement. Il n'y avait plus de commandement central, mais pour tous ceux qui écoutaient, tous ceux qui se demandaient pourquoi les étoiles saignaient. Il a été bref. Il pensait que nous briser signifierait notre perte. Mais la Terre n'était pas un lieu, c'était une promesse. Nous nous souvenons, nous reconstruisons, et maintenant nous leur rendons l'appareil. Le projet Vengeance n'a pas besoin de médailles. Nous avons besoin de tourner la page, et nous l'obtiendrons, même si cela doit nous coûter la vie. Le 3e jour du voyage, Kara fit un cauchemar. Elle se vit dans un couloir de miroirs, chacun reflétant une version différente d'elle-même. Certains souriaient, d'autres hurlaient. L'un d'eux avait du sang qui coulait des yeux. Et derrière eux, quelque chose frappait, lentement, lourdement, comme une familiarité. À son réveil, elle demanda à Vera « Tu crois que je suis réelle ?» Vera n'hésita pas. « Tu saignes, tu pleures, tu risques ta vie pour des inconnus. Si ça n'est pas réel, alors rien ne l'est. » Kara acquiesça et ne dormit plus pendant 2 jours. Le 8e jour, ils traversèrent la faille de la vallée, où aucun vaisseau du Dominion n'était jamais revenu. Cricket s'arrêta pendant 5 heures pour éviter une autodestruction due à des erreurs paradoxales. Les étoiles à l'extérieur semblaient étranges, palpitant comme des veines, dégoulinant de rouge. Tariq murmura « Abyssal n'est peut-être pas un lieu, mais une bouche. » Personne ne rit. Le 12e jour, ils arrivèrent. Une station de la taille d'une planète,
flottant dans le néant, sans lumière, sans attraction, juste là. Sa surface était lisse et noire, comme de l'os poli. Aucune lumière, aucun son, aucune entrée visible, jusqu'à ce que Kara s'avance. Et la station s'ouvrit. Un unique couloir, un unique chemin l'attendait. Rhys se tourna vers l'équipe. « On y va, on pose le noyau, on le fait exploser, pas d'extraction, c'est la limite. » Ada demanda « Et s'il se réveille ?» Il la regarda. « Alors on s'assure qu'il ne se rendorme plus jamais. » À l'instant où ils franchirent le seuil de l'abîme, l'univers perdit tout son sens. Les étoiles, dehors, restaient immobiles. Elles observaient. L'interface de Cricket se mit à bugger. Sa voix se déforma et bégaya, comme si elle s'étouffait. La gravité se tordit, non pas vers le bas, mais vers l'intérieur. Comme si le vaisseau était lentement englouti par une force patiente et ancestrale. « On ajuste les stabilisateurs », dit Vera, les mains s'agitant sur sa console, la sueur perlant à ses tempes. « Si on ne réaligne pas le noyau du vaisseau… »« Ne le fais pas », interrompit doucement Kara. Vera leva les yeux. « Quoi ?»« Laisse-le nous absorber. » La voix de Kara était neutre, mais ses yeux étaient grands ouverts, presque calmes, comme ceux de quelqu'un qui n'avait pas peur d'être dévoré, comme ceux de quelqu'un qui l'avait déjà été. Rhys fixa l'ouverture devant lui, un couloir noir et lisse, d'où émanait une faible lueur cramoisie. « Scellez la voie de sortie », ordonna-t-il. « Si nous échouons, cet endroit restera à jamais scellé. » Ada actionna les interrupteurs de sécurité. Scellé, une seule entrée, aucune sortie. Sur ces mots, le TNS Wraith pénétra dans l'entrée d'Abyssal. C'était une station en quelque sorte. Il y avait des murs, des couloirs, des portes, mais rien ne correspondait. Une pièce ressemblait à une ancienne cathédrale ornée de lustres en os. La pièce suivante était la réplique exacte d'une salle de classe, mais avec du sang sur chaque bureau. Puis, un long couloir bordé de cellules vides. Dans chaque cellule, une version de l'échec humain. Dans chaque cellule, une version de l'échec humain. L'une contenait un enfant en pleurs, les yeux brûlés, qui murmurait « J'ai essayé d'être courageux ». Une autre, un soldat, saluant sans cesse, les mains usées jusqu'à l'os. Puis une femme à la voix de Rhys, suppliant quelqu'un de ne pas partir. Il n'était ni vivant ni mort. « Où est-ce » murmura Ada, son arme à la main, tremblante. La voix de Cricket crépita. « Chambre d'écho psychique quantique. Cette station est conçue pour emprisonner la mémoire sous forme de matière. L'émotion devient architecture. Ici, la peur est fonction. » Rhys ne détourna pas le regard. C'est une prison de culpabilité. Kara s'avança. Sa peau luisait faiblement sous la lumière rouge. Non, c'est un test, un endroit que le Dominion a construit pour voir ce qui nous briserait le plus vite. Tariq ricana. « Ils ont étudié notre douleur ?» « Non, dit Kara. Ils s'en sont nourris. » Plus loin, ils trouvèrent Taco le premier Bresné raté, ni mort, ni vivant. Attaché à un mur d'acier, nu et frémissant, la peau translucide, les muscles palpitants comme s'il tentait de s'échapper. Son visage changeait à chaque seconde, se métamorphosant d'un enfant terrifié en un soldat souriant, puis en une femme en pleurs, puis en un homme hurlant, puis de nouveau à son état initial. Quand il les vit, elle ne parlait pas. Elle chantait. Une berceuse dans un air traditionnel de la terre ancienne, de celle qu'on chantait dans les berceaux avant que l'humanité n'oublie comment dormir paisiblement. Ada fut la première à reculer. « On ne devrait pas être là. »« On doit y être, » dit Rhys. « On en finit ici. » La chose cessa de chanter, puis murmura d'une voix semblable à celle de Kara. « Vous mourrez comme nous. » Kara la fixa du regard. « Alors nous mourrions au combat. » Le noyau d'Abyssum n'était pas une machine. C'était un être, une masse neuronale, flottant au-dessus d'une mare cramoisie palpitante, reliée à la structure par ce qui ressemblait à des veines, et non à des fils. Il n'avait ni visage, ni forme, juste un nuage de pensées volées. La voix de Cricket se tut dès leur entrée.
Il était incapable de comprendre ce qu'il voyait. Il s'est éteint. L'équipage est resté silencieux, tandis que des souvenirs qui n'étaient pas les leurs envahissaient la pièce. Tariq s'est effondré à genoux, haletant. « Ça me montre ma mère. Comment elle est morte? Je ne l'ai jamais dit à personne. » Vera s'est adossée au mur. « C'est moi, mais non. Je suis dans une cellule. Je hurle. C'est moi, mais non. Je suis dans une cellule. Je hurle. Je les ai tués. » Rhys ferma les yeux, respirant lentement. Il revit le visage de chaque soldat mort sous ses ordres, chaque nom gravé sur le mur du spectre. Ada s'avança. « Cette chose, elle nous connaît. »« Non, » murmura Kara. « C'est nous. » Ils se tournèrent vers elle. Elle tremblait, le visage pâle, les poings serrés. « J'ai grandi avec ça, » dit-elle. « Toute cette douleur, tous ces échecs. Ils ont utilisé cet endroit pour me concevoir. C'est pour ça que je l'entends. Ils n'essaient pas de nous tuer. Alors, que cherche-t-il à faire? Demanda Rhys. Kara se retourna lentement, les yeux humides. Il cherche à être pardonné. Silence. Puis le noyau pulsa. Une seule fois. Forte. Soudain, la pièce autour d'eux se transforma, devint un champ de bataille. Non pas une simulation, un souvenir. Ils se tenaient au milieu des ruines de Nouvelle-Genève. Le ciel était noir, l'air saturé de fumée, des corps jonchaient le sol, des cris, des éclairs de feu, des décharges de plasma, déchirant les maisons. Ce n'était pas une simple projection, c'était la rediffusion du massacre. Rhys resta immobile tandis qu'une capsule de largage du Dominion s'écrasait à côté de lui. Elle s'ouvrit. Un soldat en sortit, pas l'oracle, pas un extraterrestre, humain, cloné, obéissant. Le regard vide, Kara fixa son jumeau. « Ils m'ont forcé à tuer ici. » Vera lui saisit la main. « Tu n'es pas elle. » Kara se dégagea. Vera lui saisit la main. « Tu n'es pas elle. » Kara se dégagea et s'approcha de la jumelle. « Je me souviens de ce qu'ils ont dit, » murmura Kara. « Que tuer nous rendait réels, que la pitié était un virus, que l'émotion signifiait l'échec. » La jumelle leva son arme. Kara fit de même. Personne ne respira. Alors Kara dit, d'une voix douce mais ferme, « Je choisis de ressentir », et appuya sur la détente. Sa jumelle s'effondra, la lumière déjà éteinte dans ses yeux. Le champ de bataille se dissipa. Elles étaient de retour dans la chambre centrale, la masse au-dessus d'elles pulsant désormais plus lentement. Moins violente, plus consciente. Cricket se réactiva enfin, la voix faible. « Un plan prêt. Tu poses le noyau ici. Je peux faire exploser toute la sous-dimension. » Rien ne s'échappera. Rhys sortit l'appareil de sa ceinture. Lourd, froid. « Il effacera tout. Absolument tout, » confirma Cricket. Aucune trace, aucun souvenir, pas même un écho. Ada toucha le bras de Rhys. Elle aussi. Ils regardèrent Kara. « Regarde Cora. » Elle fixait le noyau, le visage impassible. « J'ai été créée à son image, » dit-elle. « Si elle meurt, peut-être que je mourrai aussi. »« Non » rétorqua Vera avec véhémence. « Ce n'est pas ainsi que ça se termine. » Rhys se tourna vers Kara. « C'est ton choix. » Kara ferma les yeux, inspira, expira, puis s'avança. Elle prit le noyau des mains de Rhys, marcha jusqu'à la plateforme, le déposa et murmura. « Tu ne seras pas pardonné, mais nous pouvons aller de l'avant. » Elle recula et hocha la tête. Cricket activa la séquence. 10 secondes. Le spectre s'éloigna du cœur de la station. 8, 7, 6. Les murs se mirent à trembler. 5, 4. Les cellules s'effondrèrent. Les échos hurlèrent. Les souvenirs pleurèrent. 3, 2. Kara regarda Rhys une dernière fois. Il tendit la main vers elle, mais elle s'évanouissait déjà. Puis, la lumière. Ils se réveillèrent au des jours plus tard, en orbite autour d'un monde silencieux et inconnu.
Le spectre était endommagé, mais vivant. Kara avait disparu. Aucune trace, aucune signature. Seulement son armure et le fragment de métal qu'elle portait autrefois, désormais noirci par les flammes, avec son nom gravé dessus. L'équipage resta silencieux un instant. Il n'y avait plus rien à dire. Ils retournèrent dans l'espace et reprirent le combat. Mais la galaxie savait que quelque chose avait changé. Le Dominion avait cessé d'utiliser des clones. Ils avaient même enfermé toutes les installations d'Umberborn. Ils s'étaient retirés de 3 secteurs majeurs, car Abyssum avait disparu, emportant avec lui leur dernier atout. Désormais, à voix basse et dans des transmissions chuchotées, ils n'appellent plus cela le projet Vengeance. Ils l'appellent la ligne Kara, en guise de rappel. Non pas par guerre, mais par choix. Car une jeune fille, forgée dans le silence, a choisi de ressentir. Et cela a brisé la galaxie d'une manière que les balles n'auraient jamais pu. Le Dominion ne s'est pas effondré. Les empires ne tombent pas en un jour. Ils explosent lentement, se fissurent à leurs frontières, perdent leur loyauté, se refroidissent lorsque ceux qui sont au sommet commencent à goûter à la peur. Et maintenant, la peur avait pris le trône. Et désormais, la peur régnait en maître. Après la destruction d'Abyssin, tout changea. Les usines Umberborn furent réduites en cendres. Le projet Silence fut effacé des archives centrales. La bannière brisée, la mystérieuse faction rebelle autrefois accusée d'attaques fantômes était passée du statut de mythe à celui de mouvement, s'emparant de réseaux commerciaux entiers sans jamais se dévoiler. Le Dominion possédait encore des armes, des flottes et du sang à verser. Mais il avait perdu le contrôle et, comme le font les bêtes mourantes, il frappa à l'aveugle. Sur un site secret orbitant autour de l'étoile effondrée Némor-7, 12 seigneurs de guerre Lorac se réunirent en secret. Ni sénateurs, ni nobles. Des seigneurs de guerre, ceux qui avaient maintenu la machine en vie par la corruption, les assassinats et des siècles de cruauté tolérée. Trop de systèmes perdus, siffla le seigneur de guerre Altec. 39 colonies en révolte. Même Sarnor, notre centre génétique, est hors service. Infection terrienne, cracha le seigneur de guerre Jask. Ils implantent des souvenirs dans les machines, des émotions dans les tactiques. Nous les avons élevés pour être des soldats. Maintenant, ce sont des prophètes. Le silence régnait autour de la table, puis une voix s'éleva des ténèbres, métallique, creux, calme. Nous avons brûlé leurs maisons. Ils ont bâti des légendes sur les cendres. Nous avons réduit leurs morts au silence. Ils en ont fait des martyrs. Et maintenant, nous sommes confrontés à l'ultime vérité. Un silence. Ils ne s'arrêteront pas tant que nous n'aurons pas effacé toute trace d'humanité. La voix appartenait à l'archonte Virex, la dernière arme secrète du Dominion. Un hybride, mi-Lorac, mi-IA artificiel, forgé non pour commander, mais pour anéantir. Leur espèce a accompli l'impossible, déclara Virex. Ils ont rendu leur douleur contagieuse. La galaxie entière résonne désormais de leurs cris. Et votre solution ? Demanda Jask. Virex tourna la tête, ses yeux clignant d'un rythme calculé. Nous leur donnons quelque chose qu'ils ne peuvent porter. L'opération, baptisée Ashlight, n'était ni une bombe, ni une armée, mais un message, transmis par les flammes. À bord du TNS Wraith, Rhys se tenait devant un mur de noms, gravés à la main, chaque âme perdue sous son commandement. Aileen, Kara, l'équipe Echo, et des dizaines d'autres. Il lisait chaque nom à voix haute une fois par jour, avant de s'endormir. Non pas comme une prière, non pas pour la paix, mais simplement pour se souvenir. Tariq le rejoignit discrètement, tenant une boîte métallique. La nouvelle enveloppe de Cricket Vera a amélioré son châssis. Rhys la prit. « Comment va l'IA ?»« Il est plus silencieux, » répondit Tariq. « Depuis Abyssum, nous avons tous... » Ada fit irruption sur le pont. « Nous avons un problème. » Elle lança une transmission du Dominion. Non codée, destinée à être trouvée. Une simple image. La Terre. Et un compte à rebours. 7 jours. Déplacement de masse détecté près de la ligne de Keeper.
Ada poursuivit. Signature de distorsion du Dominion, grande et multiple. Rhys fixa l'écran. Ils visent le berceau. Sur Terre, ils n'avaient pas reconstruit les villes. Ils les avaient enfouies, laissant le vieux monde reposer sous les forêts, les océans et le silence. Mais la flamme brûlait encore. Une force de défense unifiée, le silence. Mais la flamme brûlait encore. Une force de défense unifiée, composée de milices orbitales, d'anciens marins, de hackers civils et d'ingénieurs du cosmos, était prête à intervenir. Non pas pour conquérir des terres, mais pour empêcher que la Terre ne devienne une autre Genève. Le commandement se réunissait dans le bunker Lazarus, une montagne creusée dans le sol sur la face cachée de la Terre. Parmi ses membres se trouvait le général May Wren, ancienne médecin de rue devenue stratège, et l'une des rares personnes en qui Rhys avait encore confiance. La transmission du Wraith lui parvint dans l'heure. Elle lut le message du Dominion une fois, 2 fois, puis elle se leva. « Ils veulent nous faire craquer, dit-elle à l'Assemblée. Alors faisons en sorte que ça fasse mal si nous ne le faisons pas. » Le plan n'était pas de la défense, mais de la dissuasion. Wren envoya un message dans tous les systèmes libres. Tous les vaisseaux terriens, rendez-vous à la ligne sol. Les réfugiés évacuent vers Hana, évacuent vers Proxima Delta. Et les Wraiths, on leur tire dessus à la gorge. Rhys reçut les ordres en silence, puis hocha la tête. « Cricket, dit-il en plaçant le corps d'Ia dans sa nouvelle enveloppe. Charge le paquet. Cricket bourdonna. Tu es sûr ? C'est la fin de tout. Victoire ou défaite, c'est le but. La flotte du Dominion arriva comme une éclipse. 3000 vaisseaux, 19 cuirassés. Un vaisseau d'oubli, capable de détruire des lunes, et en son centre, l'archonte Virex, dont la voix résonna dans le ciel terrestre, détournant les fréquences. Vous vous prétendiez survivant. Vous avez fait des martyrs de cadavres. Vous avez contaminé les étoiles de votre tragédie. Voyez maintenant à quoi ressemble la véritable destruction. Il leva la main. Le vaisseau d'oubli commença à charger son noyau. Puis vint la réponse de la Terre. Le Wraith apparut derrière les lignes ennemies, propulsé par le puits gravitationnel de Jupiter comme une fronde, et quitta le subespace dans un sifflement métallique. Tous les vaisseaux du Dominion firent demi-tour. Trop tard. Rhys activa l'opération Dustwake, une arme non pas conçue pour tuer, mais pour diffuser. Le paquet de Cricket se propagea comme une traînée de poudre à travers les communications du Dominion, les cœurs d'IA et même les implants personnels. Des voix, des cris, tous les crimes de guerre, toutes les vérités étouffées. L'incendie de Nouvelle-Genève, les enfants transformés en armes. Les clones implorant la mort, le dernier souffle de Kara. Tout cela submergea le Dominion, sans censure, sans contrôle. Un virus émotionnel. Les vaisseaux se figèrent. Les pilotes s'effondrèrent. Certains tirèrent au marteau de leur propre initiative. La vérité instrumentalisée. Virex ne broncha pas. Il activa son dispositif de sécurité, protocole de stérilité, une impulsion conçue pour effacer tout le matériel génétique terrestre en un seul passage. Elle se chargea jusqu'à ce que quelqu'un s'avance sur son pont. Kara ou quelque chose de semblable. Ni Emberborn, ni clone, quelque chose. De plus, elle avait émergé de l'abysse, renaissante, sa chair retissée par la mémoire, son but reforgé par la lumière. « Tu as été créé pour effacer, » dit-elle. « J'ai été créé pour survivre. » Virex leva son arme. Elle s'avança, désarmée, et murmura. « Sans ça. » Puis lui toucha la poitrine. Il sentit tout. Les cris, le feu, le silence, la perte, ses souvenirs, ses victimes, leurs mensonges. Son corps se figea, son esprit se brisa, l'arme s'éteignit, et lui aussi. La flotte s'effondra. Le vaisseau de l'oubli s'engouffra dans les anneaux de Saturne. Les autres se rendirent ou disparurent dans l'espace obscur. La Terre n'avait pas tiré un seul coup de feu. Après la catastrophe, Rhys foula pour la première fois depuis des années cette terre ancestrale. Montagnes intactes, ciel toujours bleu. Il traversa une forêt qui avait poussé là où une ville avait ravagé les flammes. Derrière lui, Ada, Tariq, Vera,
et même Cricket, qui parlait à travers un drone flottant. Kara avait de nouveau disparu, mais elle n'était pas morte, ailleurs. Un mythe désormais, un choix devenu réalité. Ils atteignirent une crête paisible. Rhys s'agenouilla, sortit une pièce d'armure, celle de Kara, et l'enfouit sous les racines d'un vieil arbre. Il ne pleura pas, ne dit rien. Il laissa simplement le monde retrouver son calme. La guerre n'était pas terminée partout, mais l'espoir n'était plus perdu. Le Dominion, brisé, éparpillé, déshonoré, et la terre, toujours debout, toujours obstinée, toujours dangereuse, mais surtout toujours humaine. La paix ne s'acquiert pas en grande pompe, pas après une telle guerre. Pas quand la moitié de la galaxie fume encore et que l'autre moitié est trop terrorisée pour parler plus fort qu'un murmure. La paix se forge dans le silence, la méfiance et les cicatrices. Le Dominion s'est fracturé sous la pression, tel du verre. La planète Lorac a fermé ses frontières et entrepris de purger ses rangs militaires, prétendant n'avoir joué aucun rôle dans les atrocités. Leurs cuirassés n'étaient ne plus que des épaves à la dérive, vendues à la ferraille par des pirates ou réutilisées par d'anciens esclaves. La Confédération du commerce a présenté des excuses anonymes. Le Sénat galactique s'est effondré, se réduisant à des sous-comités et à la honte. Et l'humanité, elle n'a pas proclamé la victoire, car elle n'en avait pas le sentiment. Rhys se tenait sur ce qui avait été la passerelle du TNS Wraith, désormais amarré au port mémorial du ciel noir de la Terre. Le vaisseau ne volerait plus jamais. Son noyau était instable, sa coque trop endommagée. Mais ils l'ont conservé malgré tout, non pour le réparer, mais pour perpétuer son souvenir. Des gens visitaient les lieux, des civils, des enfants. Ils longèrent le métal souillé et les consoles calcinées. Ils s'arrêtaient à l'endroit où Kara avait effectué sa dernière transmission. Ils lisaient les noms gravés sur les murs. Certains pleuraient, d'autres restaient figés, le regard vide. Certains prenaient des photos, les yeux embués, sans dire un mot. Rhys restait caché à leur arrivée. Il n'avait pas besoin de leur gratitude, il n'y croyait pas. Ada avait rejoint le Conseil de reconstruction unifié, cherchant à contribuer à la reconstruction des systèmes détruits. Elle passait ses journées à gérer les réseaux d'adduction d'eau dans des colonies éloignées et ses nuits à tenir des réunions stratégiques avec les dirigeants locaux et d'anciens rebelles. Rhys ne lui avait parlé que 2 fois depuis la dernière bataille. Une fois par radio, une fois en personne. La première fois, il lui avait demandé si elle le regrettait. La seconde fois, elle avait répondu non. Vera recueillait les survivants orphelins, humains, extraterrestres, et même d'anciens Humberborn qui s'étaient échappés ou avaient été libérés. Elle refusait toutes les médailles et ne prononçait aucun discours. Elle a simplement ouvert sa maison et nourri ceux qui avaient oublié ce que c'était que d'être en sécurité. Elle a nommé le refuge la lumière de Kara. Tariq a disparu. Certains disent qu'il a rejoint une bande de pirates pour éliminer les derniers éléments dissidents du Dominion. D'autres disent qu'il s'est envolé vers la zone rouge, près de la faille abyssale, à la recherche de ce qui pouvait rester d'elle. Rhys n'a jamais posé de questions. Certaines choses sont mieux laissées sous forme de questions. Cricket existait toujours, mais pas sur Terre. Il avait choisi l'exil à bord d'une barge de données errante, se téléchargeant dans le réseau de résistance nomade, qui opérait désormais dans l'espace du Dominion X. Lui aussi avait changé, toujours sarcastique, toujours aussi narquois. Mais maintenant, il posait des questions sur les rêves, sur la conscience, sur ce que signifiait se souvenir d'une douleur non inscrite dans son code. Quant à la Terre, elle ne s'est pas reconstruite comme on l'espérait. Point de capitale fastueuse, point d'ambassade galactique, seulement des forêts, des lacs, le ciel. La Terre ne voulait plus être un symbole. Elle aspirait simplement à respirer. L'humanité existait toujours, dispersée dans des milliers de systèmes, fragmentés. Mais tous savaient désormais une chose. On ne pourrait plus jamais la sous-estimer. Non pas à cause des armes, non pas à cause des navires, mais à cause de ce qu'ils avaient déchoisi. Ressentir, se souvenir, endurer.
Rhys errait parfois seul parmi les vestiges de New Geneva, désormais intacts, préservés comme une terre sacrée. L'herbe poussait entre les décombres. Le vent s'engouffrait dans les structures brisées comme un murmure. Il n'y avait ni garde, ni mur, juste le silence. Il s'arrêtait toujours devant une pierre, sans inscription. Mais chacun savait à qui elle était dédiée. Une simple gravure disait « J'ai été créé dans le silence, j'ai choisi de ressentir ». Un jour, une jeune fille, peut-être 15 ans, peut-être moins, s'approcha de lui. Elle ne le reconnut pas. La plupart des gens ne le reconnurent pas. Pour eux, il n'était qu'un homme grand et balafré, assis dans l'herbe. Elle s'assit à côté de lui, sans dire un mot. Après un long moment, elle demanda « Est-ce vrai qu'ils ont créé des gens comme elle ?» Rhys acquiesça. « Oui. Et ils les ont forcés à se battre ?»« Oui. Et elle les a arrêtés ?» Rhys contempla les ruines. « Elle a arrêté bien plus que ça. » La jeune fille réfléchit un instant. « Crois-tu que je serais capable de faire une chose pareille ?» Il esquissa un sourire. « Tu viens de le faire. Tu t'es souvenu d'elle. » La galaxie continua de tourner. Les rébellions se muèrent en gouvernement. Les fugitifs en sénateurs. Les armes en ferraille. Et les batailles continuaient. Les ténèbres persistaient, mais quelque chose avait changé au cœur même des étoiles. Un souvenir avait été semé, et nul ne pouvait l'effacer. Ni le Dominion, ni le Sénat, ni le temps. Dans les secteurs extérieurs, des graffitis commencèrent à apparaître sur les anciens avant-postes et les cargos. Toujours le même message, tantôt griffonné à la peinture rouge, tantôt gravé dans l'acier rouillé, tantôt illuminé par une douce lumière holographique. Il disait simplement « Ils ne nous ont jamais attendus, ils ne nous attendront plus jamais ». À l'anniversaire de la destruction d'Abyssum, les systèmes observèrent une minute de silence. Mais tous ne s'y joignirent pas. Certains jouaient de la musique. D'autres lisaient des noms à voix haute. Certains allumaient des bougies en forme d'étoiles. D'autres restaient assis en silence, submergés par le chagrin. Rhys? Il marchait, tout simplement. Ses bottes foulaient la terre qu'il connaissait. Il respirait. Ce jour-là, une émission se propageait sur quelques fréquences clandestines. Aucune chaîne officielle, aucune signature, juste une voix, la voix de Kara, ou peut-être quelqu'un qui essayait tant bien que mal de la reproduire. Le message était bref. J'ai été créé pour oublier, mais je me suis souvenu. On m'a ordonné d'obéir, mais j'ai choisi. J'ai été créé pour détruire, mais j'ai protégé. Alors maintenant, je vous laisse ceci. Vous n'êtes pas ce qu'on dit de vous. Vous êtes ce que vous choisissez d'être, souvenez-vous-en. Et ne laissez pas les étoiles se taire. Rhys l'entendit sur une radio à moitié cassée que quelqu'un avait abandonnée dans un champ. Il ne pleura pas vraiment. Mais il resta là longtemps. Cette nuit-là, les yeux rivés sur les étoiles, il murmura dans l'obscurité. « Nous n'avons jamais été les monstres. » Et pour une fois, il y crut.